Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matears. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Selma. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, pas mal. Bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent et c'est drôle parce que dès que tu m'en as parlé, je me suis dit « Allez, on part sur ce sujet ». Juste un peu pour introduire rapidement le titre de notre épisode avant peut-être de te présenter et nous dire un peu plus sur toi. On va parler du coup de comment démystifier la demand generation. J'allais dire lead generation, mais je pense que L'habitude. c'est bien ça. On parlera de demand gen, c'est ça ? Oui, on va démystifier. Enfin, pourquoi je t'ai contacté à la base, c'est j'ai parlé à un marketeur brillant par ailleurs et qui a lu un post sur justement la demande gen, la lead gen et qui est arrivé en mode j'ai tout appris de la vie, c'est génial, je vais changer toute ma stratégie lead gen pour passer à une stratégie demande gen. Je lui ai dit ok super, qu'est-ce que tu as fait ? Et il me dit j'ai ungated tous mes contenus. C'est-à-dire que j'ai mis tous mes contenus en accès libre. Jusque-là très bien. Je lui ai dit génial, ton SEO il est au point ? Il m'a dit non, j'ai pas fait de SEO. Donc ça veut dire, quand tu décryptes un petit peu, c'est qu'il a rendu tous ses contenus extrêmement publics, mais il n'a pas du tout travaillé la façon de capturer l'intérêt des gens après la lecture de ses contenus. Donc ça a un peu fait tilt et je me suis dit non, il faut que je t'appelle, ça fait trop de fois que je vois ce genre de cas et si on peut juste en parler, expliquer ce que c'est vraiment la demande gen, pourquoi c'est pas une solution miracle et comment on s'en sert pour de vrai, ça peut quand même pas mal aider beaucoup de gens qui font du marketing aujourd'hui. Écoute, avec plaisir Selma. Du coup, je vais commencer par te demander de te présenter avant d'attaquer ce gros morceau. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu as fait avant et comment tu es tombé aussi dans le marketing tout début. Donc ça fait maintenant 18 ans, je crois que je fais du marketing avec une spé qui est un petit peu de passer par des startups et de les accompagner jusqu'à un stade assez avancé de leur croissance. Donc en général, c'est le rachat ou l'IPO ou le merger. Donc j'ai fait ça déjà pour 4 entreprises différentes et j'ai commencé à l'époque où ça ne s'appelait pas une startup et où c'était limite un petit peu la honte de choisir de rentrer dans une boîte de 2 personnes plutôt qu'un grand groupe. Tu sais, c'est un peu on va dire le cheminement classique où j'ai fait une école de commerce parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Internet venait de devenir populaire, donc oui, cela trahit clairement mon âge. Et je savais juste que je voulais travailler là-dedans, ça me paraissait cool, ça paraissait nouveau, mais je ne savais pas vraiment trop quoi faire et comment avancer. Donc tous ceux qui étaient dans le même cas que moi choisissaient de rejoindre des grands groupes ou des agences de conseil et ont eu des carrières magnifiques. Et moi, j'ai choisi la boîte garage qui me paraissait super drôle, d'entrer dans des boîtes où il y avait tout à faire et d'essayer juste de faire du pognon avec les petits moyens que tu avais. Et au final, c'est devenu ma spé, c'est vraiment le go-to-market. Ce que j'ai envie de traduire en dis-moi combien d'argent tu veux faire et où, et je te dirai toutes les conneries à ne pas faire pour y arriver le plus vite possible. Hyper intéressant, c'est ce côté hyper pragmatique dans l'approche. Et du coup, ça a donné quoi par la suite ? Tu as rejoint quoi comme première boîte au départ ? Donc au tout début, j'ai rejoint une agence média. Donc c'était le grand groupe Omnicom, donc c'est le deuxième plus grand groupe média au monde, qui avait lancé justement une start-up. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas une start-up, ça s'appelait un embryon d'agence, qu'ils appelaient OMD Digital. Donc c'était pour justement toute la com internet. Donc moi toute seule, je représentais tout ce qui était autre chose que l'achat d'espace, parce qu'ils y connaissaient rien. Donc c'est l'époque où tu faisais du 90% de marge sur de la vente d'espace en affiliation. Enfin, une époque bénie où j'allais voir moi-même les clients pour récupérer leur pauvre queue de budget et je faisais plus de bénéfices que tous les autres, toutes les autres branches de l'agence. Moi, toute seule, j'avais 20 ans, je te rappelle. On mettait dans la pièce avec le DG de Leclerc parce que personne n'était capable de parler de digital.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses à faire en marketing et des choses très en dehors de ce qui était conventionnel à l'époque, c'est-à-dire achat d'espace, pub télé, pub radio, etc. On parle d'une époque, donc c'était 2006, une époque où Google Search arrivait tout juste en France et on trouvait que c'était hyper moderne de faire de la pub dessus. C'était un autre temps. Donc j'ai commencé là-dessus. Ensuite, je me suis fait débaucher donc, par quelqu'un qui créait son entreprise dans les telcos et qui, lui, s'occupait de la partie donc, technique, financière et qui avait besoin de quelqu'un qui gérait tout le reste. Donc, c'était de la vente directe via site web. Donc, encore une fois, c'est 2008, donc assez nouveau. Et en un an, on a créé une communauté de plus de 20 000 clients en France, Angleterre et Allemagne, alors que mon allemand datait de ma 4e au collège. Donc, toujours pareil, quand tu es au début, c'est facile. Ouais, ouais. Les choses sont plus simples. La boîte s'est très bien revendue à une grande entreprise telco qui s'appelait Arcadin à l'époque, qui s'est elle-même revendue à NTT Communication quelques années après. C'est devenu trop gros. Donc, j'ai rejoint une start-up qui faisait du chiffrement et non pas de la crypto. C'est très important quand tu travailles dans le domaine de différencier les deux. Qui s'est fait racheter par, on ne les présente plus, par DocuSign, donc leader de signature électronique. Et pour eux, j'ai lancé toute la partie e-commerce en Europe. Tu avais intégré DocuSign à l'époque, leur équipe? Ouais. Donc, faut savoir que DocuSign, à l'époque, ils étaient 100% US. Donc, moi, j'étais responsable marketing chez OpenTrust, donc la boîte qu'ils ont rachetée. Donc, je me suis tout d'abord occupée du marketing de la région Europe, enfin sud de l'Europe. Et ensuite, lorsque je me suis rendu compte qu'être dans une filiale d'un groupe américain, c'était quand même pas la joie pour faire du marketing intéressant, j'ai voulu me casser. Et ils m'ont proposé de lancer un nouveau projet dans lequel ils croyaient pas du tout, qui était le e-commerce en Europe et sur lequel ils se pétaient les dents. Ok. Mais ils se pétaient les dents, pourquoi? Parce qu'ils arrivaient avec leurs grandes épaules d'Américains. Et typiquement, en Allemagne, ils proposaient de la vente par carte bleue. Sauf que la plupart des Allemands, en tout cas à l'époque, ne payaient pas par Ouais, carte. ils étaient très fiers. Donc évidemment que ça ne pouvait pas marcher. Donc 2-3 petits changements dans l'interface et c'est devenu, le e-commerce qui apportait 0 a finalement apporté 20% de l'ensemble du biz de l'Europe en un an. Enfin, c'est encore une fois, juste tu vas demander aux gens, quoi. Ça marche bien. Ensuite, j'ai fait une infidélité, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Twenga pendant 4 mois. Donc gros fail et ça m'a un peu appris à comment sélectionner ces boîtes. Genre une boîte qui est en train de se casser la gueule et qui veut remonter, tu les crois pas sur parole, tu demandes d'abord de vérifier que le produit marche. Et ça maintenant, ça reste un gros enseignement de ma vie. Et après, j'ai rejoint une startup qui s'appelait PeopleDoc, donc une des premières PeopleDoc qui faisait du SaaS RH et qui a connu un peu l'âge d'or, vraiment l'épopée des startups, avec un rachat par le groupe Ultimate Software qui est sorti de bourse, qui a fusionné avec un autre groupe qui s'appelle Chronos et qui maintenant prépare sa rentrée en bourse. Donc, ayant déjà vécu ce côté rentrée en bourse et autres avec DocuSign, j'ai pas eu envie du tout de recommencer et je suis repartie pour prendre la place de CMO dans une entreprise qui s'appelle SkillUp et qui fait du software RH de gestion des talents il y a quelques mois. Voilà, C'est- tu as toute ma vie à mon œuvre. en hyper accéléré, je vais rebondir sur pas mal de micro-events dont tu as parlé qui m'intéressent, notamment c'est le marketeur. J'en profite dès que je vois des nouveaux sujets, je saute dessus. Mais voilà, les transitions IPO, pré-IPO, comme point de vue de marketeur, je pense que c'est aussi un sujet, peut-être on en parlera vers la fin. Avec plaisir. Pour revenir à notre use case d'aujourd'hui, toi, j'ai l'impression que tu as une vision hyper claire de la demand generation. Mais pour démarrer, j'aimerais bien, parce que je vois il y a plein de définitions, mais il y a aussi des définitions faites par les gens qui sont dedans, puisque même nous, à Mathilde, on envoie des gens qui viennent de la demand gen et j'ai de creuser, explique-moi ce que tu fais. Et en fait, c'est un buzzword un peu, des fois. On sent que des fois, il y a du concret, des fois, c'est juste voilà, le terme. Et donc, j'aimerais bien, Selma, pour démarrer, que tu nous dises clairement ce que c'est que la demand generation aujourd'hui en 2024. On va en parler, je vais aussi te dire d'où ça vient, cette connerie. Pour être très clair. Alors, au début, donc, demand gen, c'est très clair, c'est capture de la demande. Tu opposes ça à la lead gen. La lead gen, qu'est-ce que c'est? C'est tu veux récupérer les coordonnées d'un gars, donc tu lui pousses un contenu, tu vas mettre un formulaire dessus, il remplit le formulaire, t'es content, t'as ton lead. Voilà. À l'opposé, la demande gen se dit, la personne est intéressée, tu vas pas lui mettre de formulaire parce que le but du jeu, c'est que ton contenu, il touche le maximum de personnes possible et qu'un formulaire, ça dissuade vachement les gens d'interagir avec toi. Donc, tu vas le mettre à dispo et tu te dis que quand la personne sera prête, elle va remplir un formulaire sur ton site web et te contacter pour acheter la solution. Sur le papier, hyper malin, parce que tu te dis, plutôt que de toucher 10 personnes, je vais en toucher 300. Extrêmement malin. Et tout ça est parti d'un constat très simple qui a été fait par énormément de marketeurs, quasiment tous à l'époque. Donc, à l'époque, on a eu des façons de traquer, qui est de se rendre compte que le SEO, le site web, le direct traffic et tout, ça peut rapporter jusqu'à 80%, voire même 90% de tes deals. Et donc, quand tu te dis ça, tu te dis, mais en fait, tout le reste du travail que je fais, il sert à rien, et je vais tout miser sur la partie SEO.
et donc sur la partie demande gen. Ok. Ça vient de là. Et là, on commence à soulever énormément de concepts qui vont tous commencer à se taper les uns les autres. Le premier et le plus important, c'est ce que j'appelle l'attribution des leads. Tu prends cette décision, tu fais ce constat-là parce que tu attribues tes leads, enfin la génération de tes leads, la génération de ton business à un canal ou un autre. Et in fine, tu vas prendre des décisions qui te permettent de favoriser les canaux que tu imagines selon tes critères t'apporter le plus de business. Jusque-là, tout va bien. Et c'est pour ça que si tu te dis, j'analyse mon canal, le SEO, j'analyse que c'est celui qui m'apporte le plus de business, donc je vais tout miser pour que ce canal explose. Logique. Et c'est pour ça que c'est une énorme connerie de faire ça. On va toucher à d'autres notions qui sont la conversion first touch versus last touch. Tu dois être familier, c'est quand un deal arrive, est-ce que tu l'attribues à la première fois que tu lui as parlé ou à la dernière action qui lui a donné envie d'interagir avec toi. Tu vas passer à des notions d'inbound, d'outbound. Est-ce qu'il faut faire de l'inbound, de l'outbound? Tu vas passer au rôle des SDR versus marketing, le rôle des équipes sales. Et en gros, tout ça fait un gros gloubi-boulga. Et in fine, tu te retrouves avec des marketeurs qui disent « Stop, je ne sais pas sur quoi report. Je veux de toute façon plus reporter sur ce que je fais parce que je ne crois aucun des chiffres que je donne. Et que de toute façon, le financier qui est en face, il n'y croit pas non plus. Donc, je ne vais pas me faire chier. Je vais tout ouvrir, dire que c'est de la demande gen et puis croiser les doigts en espérant que ça arrive un jour ou l'autre. » Ok, d'où la naissance du c'est... Alors, c'est pour ça que ça marche et que c'est si populaire. C'est parce qu'on se dit, en fait, on me fait chier à essayer de justifier chaque centime que je dépense. Mais si je fais ça, je n'ai plus à justifier. Donc, c'est extrêmement utile. Ouais. J'ai l'impression des fois, dès que ça devient compliqué, peut-être on le voit aussi dans d'autres thématiques, dans le marketing, on va recréer un nouveau terme qui va englober... bon, ça, j'ai un sujet sur le RevOps aussi, qui je vois un peu comment il se développe. Et On pourra te parler de Growth Ops le aussi, Growth qui est un Ops autre métier que le RevOps. Ouais, Ouais. exactement. Et ça, je kiffe le Growth Le Ops. Growth Ops. Ça va. Du coup, juste pour rester sur cette genèse du terme, c'est quoi? C'est des Américains au départ? C'est des startups américaines? C'est la Silicon Valley? Alors là, tu m'en demandes clairement trop. Ouais. J'en ai aucune idée. Ok. Vu le côté sexy et bancable du truc, je dirais un concept américain qui a été mal compris par tout le monde et qui a été un peu perverti. Ok. Et, Mais ça, c'est juste, on le vend le doigt. et aujourd'hui, comme dans tout sujet un peu nouveau en marketing, il y a une boîte qui est un peu le porte-étendard de ce terme ou de cette logique-là. Est-ce qu'il y a une boîte qui est connue pour avoir bien fait la demand generation d'un point de vue marketing et qui souvent la cite dans le milieu de la demand gen, par exemple, aujourd'hui? J'ai pas l'impression, mais je pense que je parle surtout à des petites boîtes en vrai. Ok. Donc du coup, j'ai pas de grands gourous. Si tu reparles à la genèse de la demande gen, on va dire l'inbound marketing, là, tu as HubSpot, hein, bien sûr, qui a créé un peu le terme parce que c'était un peu ce qu'ils vendaient et que ça les intéressait grave. Mais l'inbound, c'est plutôt une tactique qu'un vrai concept. Donc demande gen en soi, je ne sais pas. Ok. C'est d'ailleurs une question ouverte. S'il y a des gens qui savent, Ouais. qui peuvent nous dire, ce serait cool. Ok. Parce que j'aime bien toujours essayer de chercher les origines, mais déjà là, on voit un peu la dynamique de départ. Et donc, aujourd'hui, dans un peu ce que tu as vu dans ton expérience, je pense que tu as déjà implémenté des stratégies de demand generation. C'est quoi les premiers trucs que tu t'assures d'avoir déjà dans ton écosystème de marketeurs? Parce que si j'ai bien compris, c'est aussi un croisement de d'autres disciplines. Tu arrives dans une boîte, j'ai cru comprendre que tu aimes bien les boîtes qui démarrent en go-to-market, c'est là où tu t'éclates beaucoup plus. Est-ce qu'on peut un peu rentrer dans cette simulation de parenthèse et voilà, tu étais dans une sorte de boîte de go-to-market et c'est quoi tes premiers réflexes? Ça va être un peu l'opposé de la demande gen. Donc aujourd'hui, lorsque tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, moi j'ai besoin de savoir combien de personnes et surtout où ils en sont dans leur connaissance du sujet. Tu connais un peu les stades de maturité de marché, donc tu as vraiment le côté tu dois éduquer 100%, les gens ne savent même pas qu'ils ont mal, ensuite ils savent qu'ils ont mal mais ils savent pas trop comment gérer le truc, ensuite ils savent et tout. Voilà. Donc j'ai besoin de comprendre où en sont les gens dans leur réflexion et quel pourcentage correspond à quel niveau, parce qu'évidemment c'est jamais homogène. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir combien de thunes tu vas pouvoir faire à quel horizon. Si tu te rends compte que tu as de l'éducation massive à faire et que personne n'est prêt à acheter, bah, ça sert à rien d'avoir un plan hyper agressif qui te fait de la croissance x12 la première année. Ça n'arrivera juste pas parce que le marché n'est pas mature et donc ils n'ont pas de budget. Donc il faut au moins attendre 1 an pour qu'ils créent de nouveaux budgets. Voilà. Donc ça, c'est mon premier réflexe, c'est ça. Donc c'est vraiment même pas la demande gen. Une fois que tu sais où ils en sont, c'est là que tu choisis les strates que tu vas mettre en place. La demande gen fait sens. Donc je rappelle, le concept de base, hein, c'est vraiment ce côté de tu diffuses massivement du contenu en espérant que ça revienne un jour.
Ça se justifie pour moi à plusieurs étapes. Première chose, c'est quand tu ne penses pas signer dans un court terme. Tu n'as aucune envie de signer court terme, donc de toute façon, tu n'es pas prêt pour signer du court terme. Ce que tu veux, c'est tester un concept et vérifier que ça marche. La demande gen fait énormément de sens parce que là, ce que tu veux, c'est du volume. Donc, tu veux du volume d'interaction, tu veux du volume de feedback peut-être, et tu veux du volume d'éducation. Donc là, OK. Ça marche aussi si tu apportes quelque chose d'extrêmement nouveau. Tu veux par exemple, je sais pas, tu veux révolutionner le marché de l'assurance en passant sur un modèle digital, hop, là, ça vaut le coup de passer sur énormément d'éducation à nouveau. Si tu te rends compte, quand tu fais cette première analyse de maturité de marché et autres, que tu n'es pas là, c'est-à-dire que tu es dans un marché où il y a déjà des concurrents identifiés, où ces concurrents ont déjà de l'éducation aussi, et où vous en êtes tous à peu près au même niveau, c'est-à-dire en gros, les gens ils savent qu'ils ont mal, ils ont vite fait compris qu'il y avait des façons de le gérer, ils savent pas trop comment. Et bah là, c'est le moment de se poser la question de demande gen ou pas, et d'avoir une approche beaucoup plus fine. Je pense que tu peux pas dire je fais de la demande gen ou j'en fais pas. Je pense qu'il faut dire voilà ce que je fais en demande gen, voilà ce que je fais en lead gen, voilà ce que je fais en ABM, je te rajoute des termes sympas, et d'arbitrer tes budgets et tes ambitions sur les différentes méthodes d'acquisition. Pourquoi je te dis ça? Moi, je prône un peu, dans la lignée de ce que je te dis, le côté de j'ai besoin de savoir ce que pensent mes comptes. Moi, l'idéal de l'idéal de l'idéal, c'est être capable de dire à tout moment, sur les 20 000 comptes potentiellement clients, il y en a 5 000 qui nous connaissent, 3 000 avec qui on a eu une discussion, il y en a 5 000 qui ne nous connaissent pas. Ça, pour moi, ça rend mon marketing extrêmement prévisible. Et c'est ce qu'on va chercher de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment un marketing prévisible où on peut te dire combien de thunes tu vas faire et quand. Et pour ça, il faut que tu connaisses les gens. Et la demande gen, pour moi, a cet énorme défaut qui est que jusqu'à ce que la personne interagisse vraiment avec toi, tu ne sais pas qui c'est et tu ne sais pas ce qu'il veut vraiment. Tu vas pouvoir avoir des métriques, bien sûr, de combien de fois ils ont vu ce document, est-ce que celui-là est plus populaire que l'autre. Mais est-ce que tu sais vraiment si c'est la bonne personne qui a vu ton doc, si ça lui a été vraiment utile et si elle a envie après d'engager la discussion avant la fin? J'ai tendance à dire que si la première fois que tu entends parler de quelqu'un, c'est quand il remplit un formulaire de demande de démo, c'est que tu t'es grave foiré. Et la demande gen, c'est ça, c'est de se dire je récupérais les gens au moment de la demande de démo. Et pour moi, si jamais tu récupères les gens au moment de la demande de démo, ça veut dire que tu as diffusé, mais tu n'as pas contrôlé ce à quoi la personne était exposée. Ce qui veut dire que si toi, tu fais tu pousses tes contenus de façon plutôt publique et que tes concurrents, eux, ont fait le choix de gaieté, ils vont certes toucher moins de monde, mais les personnes, et encore parce qu'ils ont peut-être plus de thunes que toi, et les personnes qu'ils vont toucher, ils vont savoir exactement et à tout moment où ils en sont. Donc ils vont savoir que le compte Intel, il a téléchargé 3 contenus, il y a 4 personnes qui se sont baladées sur le site, le compte devient chaud, il faut les contacter. Et si tu reviens vraiment à mon idée de départ qui est que la demande gen, tu attends que la personne vienne, le mieux c'est quand même de couper l'herbe sous le pied et au moment où elle est prête à demander, avant qu'elle demande, d'être capable, toi, d'aller la chercher. Intéressant, ok. Et la demande gen loupe cette étape formidable qui est je suis prêt à acheter, mais je n'ai pas encore fait cette démarche. Ok. Ce qui veut dire que au moment où la personne fait la démarche, tu peux te planter sur plein de sujets. Parce que quelqu'un t'a coupé l'herbe sous le pied, parce que tu es moins bien placé en SEO, parce que d'un coup, tu n'as plus de thunes et que les autres font des démarches, parce que, encore une fois, tu n'as pas de thunes et que les autres sont sur le salon qui va choper la personne au bon moment. En gros, tu fais tout ce taf. Moi, j'appelle ça faire du taf pour la concurrence. Donc, la demande gen fait sens, et encore une fois, j'insiste là-dessus, ça fait sens d'éduquer un marché, si et seulement si, soit tu t'en fous de vendre, soit tu sais exactement comment et à quel moment aller les emmerder. Ok, très clair. Alors, ça m'amène plein de petites notions sur lesquelles je vais rebondir. La première, tu en as parlé quand tu as commencé un petit peu à rentrer dans le détail, c'est cette notion de court terme, long terme. Déjà, moi, j'ai l'impression que c'est hyper important parce qu'effectivement, et là, je te rejoins, c'est le côté, en fait, on le fait en fonction de nous, notre objectif, ce qu'on veut faire. Et donc, effectivement, il y a la temporalité. Donc, toi, typiquement, comment tu abordes cette notion de temps? Parce que de toute façon, n'importe quel business qui viendra te voir, il te dit oui, mais c'est autant court terme que long terme. Mais à la fin, c'est que du court terme. Mais si on l'écoute, bah, ça serait constamment de la outbound et aller phoner les gens. Donc, comment en fait tu positionnes cette décision d'investissement sur de la demand generation d'un point de vue temporalité aujourd'hui en tant que CMO? Alors, tu vois un tunnel de conversion classique. D'accord. Donc, tu sais qu'au début, en haut de funnel, tu as des actions qui ne sont pas extrêmement engageantes, où en effet, la personne cherche de l'info sur un sujet, et puis plus tu progresses vers le bas, plus les actions sont engageantes. L'idée, c'est de se dire, à partir de combien d'actions de quel type, je déclenche l'action, moi, d'aller les chercher. Et en fait, tout repose là-dessus. Et quand tu fais ça bien, c'est là où justement tu as le meilleur ratio coût-résultat.
Donc, et encore une fois, le tunnel n'est pas un vrai tunnel. On pense tous, tu sais, quand on fait nos plans, on fait tous des jolis tunnels, mais en fait, la personne, elle va pas de A à Z. Elle passe par B, puis elle revient à A, et puis elle passe à H, et puis peut-être qu'elle revient encore à B parce que c'est cool. Voilà. Donc, en gros, tous ceux qui font des jolis tunnels, on est tous comme des cons parce que ça marche pas pour de vrai. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être capable de quantifier la valeur de chaque moment que tu passes en A, B, C, D, E, ce que tu veux. Voilà. Et de se dire, peut-être que 3B, ça vaut un E. Ok. Voilà. Et peut-être qu'au final, il me faudrait l'équivalent d'un G, peu importe comment j'ai mon G, mais il me faut un G pour déclencher un appel. Donc, ce qu'on appelle des méthodes de lead scoring ou de count scoring. En gros, c'est vraiment chaque fois qu'il bouge, ça vaut des points. Quand il a atteint assez de points, on l'appelle. Ok. Donc, c'est le premier truc qu'on a fait quand je suis arrivée chez SkillUp. En gros, c'était l'approche extrêmement basique de je me débrouille pour avoir en base tous les comptes qui peuvent potentiellement m'intéresser. C'est faisable parce que tu avais moins de 20 000 comptes. Bien sûr, si tu fais de la vente unitaire, solo, sur de la décision immédiate, ça s'applique peut-être pas. On va partir du principe que si tu fais du B2B, tu as un volume de clients potentiels maîtrisable. Donc, acheter ces comptes, trouver les contacts qui vont dans ces comptes, et puis lancer des campagnes pour savoir lesquels étaient chauds, lesquels étaient tièdes, tout ce que tu veux. Identifier les chauds et suggérer aux sales et SDR de les contacter. Et puis les froids, de continuer nous à les travailler, donc via demande gen également, c'est-à-dire que tu ne vas pas tout protéger parce qu'évidemment tu veux parfois éduquer sur une notion, donc encore une fois tu vas admettre que tu ne vas pas vendre tout de suite sur cette notion, mais tu veux juste éduquer dessus et faire des contenus beaucoup plus cachés pour être capable de détecter que là c'est chaud, il faut vite se bouger et aller l'appeler. Et voilà. Mais il faut pour moi un bon équilibre entre les deux et une vraie réflexion chaque fois que tu produis quelque chose de te dire est-ce que mon but c'est d'éduquer et je n'ai pas un objectif de business ou est-ce que mon but c'est du business. Ok. Est-ce que ça j'ai besoin de savoir si la personne l'a vu ou pas ou est-ce que je veux juste que ça touche un max de gens. Ok. Il y a une notion qui revient souvent, qui est un peu indirecte, c'est le côté touchpoint tracking. Ça m'a l'air d'être un sujet essentiel vu que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, j'essaie de resimplifier, mais c'est comme si tu es en train de me décrire un inbound proactif. Au final, c'est ça. C'est OK, il y a de l'inbound, mais en fait, c'est pas un inbound où j'attends le last moment du formulaire que tu as bien décrit au début, mais c'est un inbound où en fait, je traque, et c'est là où on va peut-être rentrer dans cette histoire tracking, l'attribution. Tu me diras c'est quoi, comment on appelle ça exactement, pour intercepter au bon moment, mais à des niveaux. C'est-à-dire que même toi, comme tu l'as dit, c'est pas un funnel, c'est des touchpoints peut-être, ou des scores, ou des combinaisons de touchpoints où tu te dis, OK, ça c'est layer 1, je tape avec peut-être un email. Ça c'est layer 2, j'imagine, OK, il faut l'appeler, etc., etc. Parlons un peu de tracking, attribution, captation de ces touchpoints. Comment on fait concrètement? Alors, déjà en matière d'attribution, tu vas toucher un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En gros, tout le monde s'écharpe pour savoir comment on calcule et on quantifie justement cette attribution. Est-ce qu'on fait du first touch? Est-ce qu'on fait du last touch? Est-ce qu'on fait une combinaison de tout ça? Chez SkillUp, et il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur le sujet, mais on va y arriver. On a une approche qui est beaucoup plus simple, c'est de dire est-ce qu'il y a une action significative marketing avant la création du deal ou pas? Point. Parce que en fait, si jamais tu essaies d'avoir quelque chose de fin en first touch ou last touch ou n'importe quoi, tu vas forcément passer à côté de tout ce qui est dark et que tu ne peux pas traquer. Le dark social, tu vas rater l'engagement de tes clients, tu vas rater énormément de choses. Et au final, ça veut dire que tu vas mal traquer. Et donc, tes décisions, elles vont forcément être pourries. Donc, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui t'amène quelque chose, comprends plutôt si tes actions dans leur ensemble, elles sont utiles ou pas. Donc, en général, ce que je fais, c'est donc je prends toutes les actions qui ont eu lieu avant la création du deal et je dis tout ça, ça compte. Je m'en fous. Et le coût, c'est va être le coût de l'ensemble des actions. Ouais. Si la personne, elle vient direct en paid search et qu'elle a fait aucune autre action, son coût, c'est le coût d'acquisition en paid search. Si elle a fait 5 touches, ok, son coût total, c'est le coût des 5 touches. Je me fiche complètement de savoir par laquelle elle est rentrée parce que de toute façon, je sais que tout a compté. Et je ne vais pas passer tout mon temps à essayer de comprendre lequel a compté plus. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est de l'origination. Et à partir du moment où le deal est créé, on va continuer à bosser dessus, mais ce sera de l'influence. Et point barre. Et pour moi, un influence doit me coûter 2 fois moins cher qu'un origination. Et c'est tout. Donc c'est hyper basique et ça met tout le monde d'accord. Et l'avantage avec cette méthode, c'est que tu ne te bagarres pas avec les autres personnes qui sont à la tête d'autres canaux d'acquisition de leads, les partenaires par exemple, les SDR, les sales qui font de la vente directe. Si jamais chacun essaie de défendre son précaré, en fait, tu n'as aucun intérêt à ce que les autres marchent. Pourquoi j'irais aider les partenaires alors que mes leads vont compter pour les partenaires? Avec cette méthode, moi, l'idée, c'est que limite, moi, je me plante et que tout le monde réussisse.
Parce que si tout le monde réussit, ça veut dire que mes coûts d'acquisition vont être très bas puisque j'ai du soutien partout. Et eux vont être contents et vont exploser. Ok. Tu vois. Les autres départements deviennent tes alliés. C'est ça un peu. C'est C'est pas loin de l'objectif. la méthode de Patrice de partout, l'ancien CMO de Barbezier. Barbezier. On a fait un épisode et Ouais, c'est un copain. on avait parlé un peu. Alors, c'est un peu au chevauchement cette relation marketing and sales, mais hyper pertinent et intéressant. Alors, du coup, pour rester un petit peu, parce que tu m'as parlé du coup des touch et autres. Aujourd'hui, effectivement, il y a un débat sur ces sujets-là de l'attribution. Alors, moi, j'entends moins parler du terme touch, mais plus click. Mais bon, peut-être qu'il y a une différence. Moi, perso, j'aime Il y a une mieux le différence. terme touch parce que ça montre que c'est des points de contact, limite. C'est pas, sinon, on voit tout comme des clics. Est-ce qu'il y a déjà une uniformisation sur ces sujets-là en termes de, on va dire, de logique? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les termes, c'est le touch, c'est le click, ou bien quand on parle de demand gen, c'est vraiment, on est vraiment sur le touch parce qu'en fait, des fois, c'est pas le click. Comment on t'intègre, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres manières où il va accéder à ton contenu par rapport à un e-book qui a peut-être été téléchargé, mais après transféré. Comment on capte un peu tous ces éléments-là? Et même, je veux bien, pour que ça soit un peu, qu'on ait des takeaways, parler de stack. L'idée, c'est peut-être donner quelques outils, juste comprendre un peu, démystifier aussi la stack. Alors, déjà, j'entends assez rarement le terme de clic. Le terme de touch, l'avantage, c'est que tu mets dedans ce que tu veux. Et c'est en fait une sorte de discussion souvent en interne dans la boîte pour définir ce qui compte ou pas. Bah, tu vois, typiquement, avec le patron des SDR, on s'est posé la question hier en disant, bah, on envoie un mail, si la personne ouvre le mail, est-ce que ça compte ou pas? Moi, j'ai dit non, ça me paraît un peu léger, on va pas le compter comme une touch. Pour que ça compte, il faut au moins qu'il ait cliqué, donc on en revient à ton clic, sur le lien qui est dans le mail. Ok. Mais l'avantage de ce terme, c'est que tu peux décider ce que tu veux en fonction de ce que tu estimes être suffisant. Si par exemple tes mails, tu y mets vraiment tout ton cœur et que c'est des gros trucs putaclic et que tu en envoies un par jour, bah là, peut-être que l'ouverture, ça vaut le coup. Parce que ta strat, c'est l'ouverture. Ça s'adapte. Tu peux, par exemple, un exemple tout bête, tu organises un événement. Est-ce que le touch, c'est la personne qui vient te voir sur le stand? Quelqu'un que tu croises dans une allée à qui tu parles, est-ce que ça compte? Quelqu'un qui voit ta conférence, est-ce que ça compte? Voilà. Donc l'idée, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'est une touch ou pas, et pas uniquement en marketing. Tu peux le faire aussi avec les partenaires, avec les sales et autres. L'idée, c'est juste d'avoir la même nomenclature qui va te permettre après de calculer des points et des comportements. Ok. En termes de stack pour soutenir tout ça, moi, j'ai envie de te dire que je trouve que les gens sont toujours trop équipés aujourd'hui. Il y a eu une époque, plus maintenant, mais il y a peut-être 2-3 ans, ouais. La première question qu'on te posait, c'était « salut, c'est quoi ton stack ?» Moi, je suis en mode, Ok, ouais, c'est vrai. tu te souviens Ah de cette ouais, époque? ouais, il y avait un peu ça vient de la tech, un peu, tous les mecs de la tech. Donne-moi Mais ta ouais, mais stack, c'était je la te donne grande la époque mienne. du growth, tu vois. Non, mais c'était la grande époque du Ouais, growth. Tu utilises quoi pour scraper? Ah ouais, ouais, ça, trop ouais. bien. Et en fait, moi, j'ai En tendance à plus, toujours être en sous-staffé. moi, et à l'époque aussi, c'était: «Ah, tu as une mauvaise stack», mais ouais. Oui. Alors non, alors déjà, on va démystifier, il y a pas de mauvais stack. Il y a des trucs plus ou moins pratiques et en fait, tes usages vont vite te dire ce qui est pratique ou pas. Mais surtout, les gens, ils s'équipent avant d'avoir besoin. Donc au final, on se retrouve avec plein d'outils que tu n'utilises pas ou mal ou des doublons et autres. En général, moi, j'attends que ça souffre bien. Comme ça, tu identifies vraiment exactement le point dont tu as besoin et tu t'équipes du bon outil. Et souvent, même vu que j'ai un peu la flemme d'acheter des outils, j'essaie de trouver comment trouver avec mes outils existants, comment répondre à ce problème-là. Donc en stack, honnêtement, aujourd'hui, pour tout mon tracking et tout, j'ai HubSpot. Et c'est grave la honte. Et Analytics, allez, pour compléter, parce que c'est cool. Mais c'est tout, en vrai. OK. Parce qu'encore une fois, puis deux, trois bricoles, mais que moi, je n'utilise pas, que ce sont les gens dans les équipes qui utilisent. Mais j'ai pas besoin de plus parce qu'on ne fait pas assez de volume pour avoir besoin d'une analyse plus fine. En fait, il ne faut pas que le temps que tu passes à faire de l'analyse te crame trop du temps que tu passes à faire de l'argent. Ouais, Enfin, à la base, encore une fois, nous, notre taf, on est embauché pour cramer des thunes pour en ramener encore ouais. plus. Donc tout ce qui sort de cet objectif premier, j'ai tendance à dire que c'est pas très intéressant. Et tant qu'il n'y a pas de besoin supplémentaire, imagine par exemple qu'en effet tu dois ramener 4 millions, tu en as ramené 1. Bah là oui, équipe-toi d'un outil un peu costaud. Mais si tu ramènes, on te demande 4 millions, tu en ramènes 4, alors rien à foutre. On verra plus tard quand il faudra scaler. Tu vois. Mmh. Hem, donc, en fait, ce que tu dis, c'est on s'en fout de la stack, mais au moins si tu as quelque chose, utilise-la à fond, parce que j'imagine que ton HubSpot, par contre, là, tu utilises vraiment Il est toute très la très bien. fonctionnalité et c'est pas un usage superficiel, tu utilises vraiment, ton HubSpot. Donc, Oui, complètement. Et on a tout mis dedans, même le suivi des CSM est dedans maintenant, de façon à ce qu'on ait vraiment une vue de A à Z. Parce qu'encore une fois, moi, la base de ma strat quand je suis arrivée, puisqu'on n'avait pas tant de comptes que ça, 15-20 000, c'est gérable, de dire, moi, démarche ABM, je veux savoir exactement à tout moment ce qui se passe sur un compte. OK. Et tout part de là.
Pas mal, ok. Très clair. Rentrons un peu dans le sujet de la stratégie et des canaux. Aujourd'hui, en fait, je me pose une question assez intuitive sur ce sujet. Ok, très bien, je veux bien faire de la demand gen. On s'est mis d'accord en tant que en interne de la boîte, d'avoir un budget là-dessus. C'est quoi les canaux par lesquels je peux attaquer ou plutôt les plus efficaces selon toi aujourd'hui si je veux démarrer la demand generation en tant que stratégie? Alors, je pourrais pas te répondre comme ça parce que ça dépend en fait de tout le reste. Encore une fois, la demande gen, c'est qu'une façon de contacter des gens. Un exemple tout bête, si jamais tu veux te lancer en Allemagne sur une cible DG, Ok, bah, aucun des canaux digitaux parce que c'est pas des gens qui consomment du digital. Donc ta demande gen, qu'est-ce que c'est? C'est des articles dans les journaux et d'attendre que les gens y viennent tout seuls. ok. Avec et surtout pas de QR code, mais plutôt la ligne directe de l'assistante du patron Pas commercial. mal. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est un exemple auquel beaucoup n'y pensent pas. Parce qu'ils vont être bloqués. Ah, machin, je fais du contenu, du coup, le site, et ça s'arrête là. Toi, c'est intéressant ta réponse parce que pour toi, c'est juste une manière où je peux lire, c'est un endroit où on peut lire mon contenu, peu importe où il est. Si c'est une carte postale, peut-être même une carte postale, ça peut être de la. Ok, très Bien bien. sûr. Donc en vrai, ok, intéressant. Donc c'est en fonction Ouais, de c'est la juste. situation. Parlons de France, parlons par exemple d'une boîte comme là où tu es actuellement, Skill up. Skill Up. Alors, dans ces en France, de toute façon, peu importe le pays, peu importe l'endroit, ta stratégie, c'est toujours la même. C'est-à-dire que tu vas utiliser d'abord les canaux les moins chers, qui permettent d'acquérir du business bon marché. Et une fois que ton coût au lead supplémentaire devient trop, donc pas ton coût au lead moyen, ton coût au lead supplémentaire devient trop élevé, là, tu bascules sur d'autres canaux. OK. Ok. Et la façon dont tu le sais, c'est bah, tu regardes juste tes taux de conversion. En gros, quand le deal a eu lieu, est-ce que cette action faisait partie des actions qui ont permis de l'avoir ou pas du tout? OK. Aussi simple que ça. Donc évidemment, en général, tu commences par le digital parce que c'est le moins cher. Quand tu compares à des méthodes de face à face ou de la presse ou autre, digital, ça te coûte que ce que tu es bien prêt à donner, c'est extrêmement scalable. Une parution presse, bon, bah, tu as des grilles de prix, mais t'as pas non, enfin, tu peux pas non plus dire je rajoute 50 euros aujourd'hui. Tu vois. Donc c'est un peu limité. Donc évidemment que tu commences par le digital et dans le digital, tu as les sources principales qui vont être les réseaux sociaux et puis les outils de recherche. Donc je vais te mettre du Google Search, mais je vais aussi te mettre oui, puis à ça, je vais rajouter, on va dire, une troisième chose qui est quand même les médias traditionnels en ligne, OK. donc, les sites web des journaux, enfin tout ce genre de choses. OK. Donc tu as un peu ces trois, ouais, on va dire, c'est les trois endroits où les gens vont consommer de l'information de façon massive. OK. L'arbitrage entre les trois, bon, encore une fois, c'est suite à tes taux de conversion. Donc en général, comment tu démarres? Tu mets un petit budget sur chacun, tu regardes ce qui marche le mieux, tu coupes ce qui marche pas, tu regardes si ça a un impact. Non, il n'y a pas d'impact. Moi, a priori, c'était une bonne décision ou pas. Et j'insiste vraiment sur cette étape de je coupe et je regarde. À cause de ce fameux dark qui fait que parfois tu ne contrôles pas. Tu penses couper un truc que ça n'aura pas d'impact, mais en fait, si, c'est juste que tu le voyais pas OK, ou tu ouais. le traquais pas bien. Mmh. Donc, toujours faire ça. Et puis, une fois que tu as un canal, bah, tu le développes à fond. Quand tu te rends compte que ça devient trop cher ou trop dangereux, parce que par exemple, tu vas avoir une strat avec un seul canal et que tous tes concurrents ils viennent de lever 10 millions, là, tu peux te dire que ça va beaucoup augmenter ton coût, donc c'est un peu dangereux. Tu passes sur le canal numéro 2 que tu as identifié, le canal numéro 3, et puis et non-stop. C'est un peu une réponse de Normand, hein, Mais non, mais voilà, c'est basique. c'est assez clair déjà dans la logique. Hem, et là, intuitivement, puisqu'on est dans un podcast, bah, est-ce qu'un podcast, tu l'intègres dans ça? Est-ce que, je sais pas, un contenu YouTube, une vidéo, comment tu intègres un peu ces nouveaux, en plus le podcasting, on voit que ça explose, et est-ce que tu élargis à ça? Alors là, ça va plutôt être de la stratégie de brand awareness. Pourquoi? Parce que tu peux vraiment absolument rien mesurer sur ce qui se passe dans un podcast, puisque c'est pas toi qui contrôle ni le canal, ni ce qui est dit dedans. Donc ça fait 2 dangers. Non, en revanche, par exemple, tu vois, là, on cherche une agence de relations presse et ma première question, c'est: OK, vous travaillez avec quelle publication et avec quels influenceurs? Sur du B2B, le rôle des micro-influenceurs, donc micro-influenceurs, c'est des petites communautés, ça va être genre 1000 personnes si tu veux, mais 1000 personnes, encore une fois, j'ai 15 000 boîtes cibles, hein, 1000 personnes, c'est Noël, tu vois? C'est ça qui a de la valeur pour nous. Et dans ce cadre-là, moi, je cherche des podcasts, des podcasteurs avec qui faire des partenariats, donc soit pour des interventions ponctuelles, bah, ce qu'on est en train de faire à titre perso là, ou aussi pour du sponsoring, ou les faire intervenir eux sur des événements et autres. En fait, les vraies stars du monde B2B d'aujourd'hui, c'est les influenceurs et les podcasteurs sont assez en tête en vrai. OK, hyper intéressant. Hem, pour continuer un petit peu de creuser, j'ai l'impression que vu que c'est proactif comme stratégie, comme logique,
on est toujours à la recherche de triggers qu'on va identifier et sur lesquels on va un peu déclencher des actions. Et du coup, ça m'amène un peu à cet autre terrain que moi j'affectionne particulièrement parce que j'en ai fait pas mal, c'est l'automation. Et j'aimerais bien comprendre un peu comment s'insère ce truc un peu bizarre, qui est un peu tech, un peu marketing, un peu logique, un peu, voilà, un peu tout, dans ce milieu de la demand gen, parce qu'à la fin, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une fois que j'ai mes triggers, je sais c'est quoi mes touch points. Derrière, c'est pas au SDR chaque jour d'aller vérifier et peut-être de faire des choses. Il y a des choses qui se mettent automatiquement. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus du coup sur Alors, on voit l'émergence d'un nouveau métier depuis 1 an et demi. Avant, j'avais jamais vu le terme, c'est vraiment le growth operations. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a quelques années, comme tu le sais, c'était l'âge d'or du growth hacking. Donc, c'est la première fois qu'on mettait de la tech vraiment dans le marketing avec des gens qui se rendaient compte qu'on pouvait scraper des bases avant que tout le monde protège ses bases et en faire des listings et envoyer des mails dessus. Ça, c'est un petit peu l'ancêtre de l'automation tel qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Tu as ces personnes-là qui faisaient donc ce fameux growth hacking qui sont un minimum capé et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus avec leur métier. Et là, je rejoins l'automation. Et maintenant, c'est devenu un seul métier, le growth hacker et le marketing operations qui maintenant deviennent le growth operations. Qu'est-ce que c'est ce métier? Donc, j'en ai un chez moi, donc je suis trop contente. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme métier? Le boulot, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est de connaître, de savoir exactement quel est le degré de chaleur de chacun des comptes potentiellement en cible. Et c'est tout son taf. Il se démerde comme il veut. Donc, typiquement, le nôtre, qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà, il achète les comptes qui manquent sur notre cible régulièrement. Il se débrouille pour qu'il y ait toujours 1 ou 2 contacts pour chacun de ses comptes. Il crée avec les personnes qui font le contenu, avec les personnes qui font le digital et autres, des campagnes qui permettent d'identifier justement sa chaleur initiale et d'essayer de monter sa chaleur par palier. Donc, nous, on a 3 niveaux de campagne. C'est le low intent, genre vraiment, voilà, mid et high. Et après high, normalement, bon, bah là, tu convertis ou on se renie, quoi. Bref. Donc ça, c'est la première partie de son taf. La deuxième partie, c'est le cleaning de base. Toujours être sûr quand un lead arrive, qu'il soit bien rattaché au bon compte, qu'il ne soit pas dans la nature et qu'il soit traité. Parce que le lead qui coûte le plus cher en vrai, c'est le lead qui n'est pas traité. Donc, autant éviter ça. Et le troisième point, c'est trouver de nouveaux contacts en permanence. Donc, il a justement, il fait du scrapping, il a d'autres campagnes pour essayer de trouver sur des intérêts. Par exemple, je sais pas, on va signer 4 banques la même année, on va se dire, attends, là, on a besoin d'une campagne, on a besoin de connaître toutes les banques. Scrapping, envoi d'email et autres pour identifier dans toutes les banques lesquelles sont chaudes, lesquelles sont froides et autres. Voilà un petit peu l'ensemble des missions de cette partie-là. Donc, il y a une partie très forte de gestion de base de données de façon à ce qu'elle te donne exactement la bonne data. Et cette deuxième notion qui n'existait pas avant et qui est très importante de remplissage et de qualification de cette base de données. de Ça répond à ta manière question? automatique, c'est un enrichissement avec des Pas forcément. data ou c'est ah oui, ou même des fois c'est par vos propres clients ou prospects. Oui, ou manuel. Mais, Tu sais, tu as notamment du progressive profiling. Tu sais, c'est les fameux formulaires où chaque fois que tu relances un formulaire sur quelqu'un, tu poses des questions différentes. Ça peut même être les gens eux-mêmes qui enrichissent. Tu veux prendre un prestat en disant, je veux savoir tous les gens qui utilisent SAP, enfin toutes les boîtes qui utilisent SAP, est-ce que tu peux faire une étude et me renvoyer le truc? Et tu mets ta base à jour. Est-ce que tu vas faire toi-même à la main des opérations de scrapping? Est-ce que, enfin, tu te débrouilles. Mais vraiment, moi, le goal ultime, c'est de me dire, on est en fin d'année, on a réussi à toucher, ce que je disais tout à l'heure, on a réussi à toucher 10 000, enfin 50% de notre target, 30% d'intention d'achat. J'identifie 20% d'intention d'achat en année 2. Par contre, année 3, j'identifie qu'on va avoir un problème de croissance sur ce marché. Donc, il est temps dès maintenant de réfléchir à d'autres marchés cibles. Parce que la vraie valeur du marketing, elle n'est pas sur le business. N'importe quel marketeur qui a 5 ans d'expérience, il va te les faire tes millions. C'est pas la question. La question, c'est comment il va t'assurer le passage des gros paliers. Le 1 million, le 5 millions, le 10 millions. Comment tu trouves de nouveaux relais de croissance et à quel moment tu les actives pour que ça ne te coûte pas trop cher et que ça ne mette pas ta boîte à risque. Et la vraie valeur, elle est là. Et cette valeur-là, tu ne peux l'avoir que si tu as de la data et donc un growth ops. hyper intéressant, surtout que en fait, j'ai l'impression, et là je vais un peu remonter sur d'un point de vue macro ou même au départ, c'est que tu avais cité un terme l'ABM, mais du coup ça induit, en tout cas ça veut dire que en amont, tu essaies d'identifier ces boîtes-là, ces accounts, et tu les charges. Donc en fait, tu as une connaissance, tu charges ton TAM, et ce gros tops, les touchpoints, tout ça vient alimenter ta connaissance de ton TAM de manière proactive, de manière à ce que ça reste à jour pour taper au bon moment, ce qui m'amène à un autre concept. Bon, là, on va avoir deux dans la question, je te laisserai les trier comme tu veux.
qui est le data intent ou le event data, qu'on voit qui pousse pas mal aussi, notamment dans les milieux outbound, parce que c'est un vrai sujet quand est-ce que je contacte la boîte pour que ça soit pertinent. Comment tu gères ce côté charger un TAM, l'identifier, l'attribuer, en tout cas le dispatch, j'imagine, et le connecter à ce côté mise à jour? Comment tu formalises tout ça? Et évidemment avec TangoTops, j'ai bien compris. Oui, mais il y a aussi les SDR et les sales, parce que mine de rien, ils sont hyper importants. Sinon, t'es sympa, mais avec tes leads, tu fais pas grand-chose. Donc en général, comme dit, la base vraiment, c'est tu contactes un broker. Parce qu'en général, quand tu rejoins une boîte, la base, elle est dégueulasse. Pourquoi? Parce que c'est des sales qui créent les comptes au fur et à mesure, donc c'est bourré de doublons. T'as aucun moyen d'identifier de façon sûre et unique une entreprise. Ta hiérarchie de compte, donc les filiales, les trucs, c'est toujours dégueulasse. Et c'est normal. Parce qu'au début, encore une fois, la base, c'est pas d'avoir un truc propre, c'est de signer des deals. Et normalement, à bout d'un moment, tu embauches. Et là-dessus, la première chose à faire, donc si tu prends ce broker qui va te faire tout ce cleaning et que tu finis à la main, mais en général, en quelques semaines, c'est bouclé. Et ça te permet et tu as un premier score que tu vas mettre à froid sur les comptes. Une fois que c'est ça, tu discutes avec les sales. Une réparte que j'ai fait dans ma boîte d'avant qui marchait très bien, c'est la règle des 10, 20, 70. Qu'est-ce que c'est? Sur un TAM donné, tu as 10% qui est travaillé par les équipes commerciales. Donc, ça veut dire que c'est les opportunités actives, c'est les clients, c'est les comptes qui sont hyper, hyper, hyper chauds. Tu as 20% qui sont traités par les équipes SDA. Donc ça, c'est les 20% où tu as identifié, ou les SDR tout seul, parce que c'est des grands garçons, que ça vaut le coup d'un appel. Et tu as le reste, les fameux 70%, qui normalement ne sont chez personne et sont chasse gardée du marketing. L'intérêt d'avoir cette réparte est de ne pas donner tout ton marché à tous tes sales. Ça te permet déjà d'avoir une réserve qui fait que si tu embauches un sales, tu peux le nourrir sans foutre à poil les autres. Donc ça évite les problèmes et les tensions. Ça te permet aussi d'avoir de la flexibilité. C'est-à-dire qu'un sales, il ne va pas s'accrocher à un compte pourri, il va le rendre au marketing et en récupérer un autre tout chaud. Donc ça veut dire qu'on va éviter ce truc que je vois partout, c'est que les sales, ils ont la meilleure portion de marché, ils ne la travaillent pas parce qu'il y en a trop et parce que c'est mal attribué. Et au final, tes meilleurs comptes, il n'y a rien qui se passe dessus. C'est quand même un peu con à la base. Voilà. Et chaque trimestre, tu revois ça. Donc en général, c'est les sales qui choisissent d'abord. Donc ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont leur historique à eux, ils ont les scores, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils choisissent ces 10% de compte. Ensuite, les SDR se servent. Et ensuite, le reste, ça retourne chez Mibi. Et puis nous, on se démerde avec nos campagnes de lead scoring pour améliorer leur score pour le prochain round où peut-être ils seront choisis. Tu sais, c'est un peu comme si tu faisais l'île de la tentation avec des comptes. Ah oui. Est-ce que le compte te plaît assez pour que tu le sélectionnes cette fois-ci? Ouais. Non, mais en fait, notre taf, c'est ça. C'est on chauffe les comptes, quoi. C'est hyper. C'est bien résumé. C'est un peu chelou. Et surtout que, en fait, c'est intéressant la manière dont tu vois les choses. J'ai l'impression que c'est un trade et t'as bien raison parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup même dans des startups, une forme de head of sales qui attribue les accounts. Et après, on n'en parle plus. Et effectivement, et tu as aussi bien raison, je pense que tu l'as vu suffisamment pour en parler. C'est le nouveau sales arrive, on en redispatch. Oui, mais ces comptes-là étaient bien pour moi, je les sentais mieux. Et derrière, il y a d'autres problématiques parce que des fois, la performance est indexée sur certains accounts, en tout cas donc, tout le monde veut avoir les meilleurs accounts. Alors que toi, et c'est intéressant, c'est une démarche de trade dans le sens, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et il n'y a pas un account qui est en train de pourrir quelque part chez un sales parce qu'il dit que c'est de l'ownership et il considère qu'il y a de l'ownership dessus et ça avance pas. Donc, ouais, vas-y. Tu as 2 choses hyper vertueuses là-dedans. Le premier, c'est que nous, on donne de la thune aux sales. En gros, c'est pas compliqué. À l'époque, un meeting sur les fameux 10%, j'étais prête à mettre jusqu'à 5 000 € dans le meeting. Rappel, c'est le coût de toutes les actions jusqu'à ce que le meeting ait lieu. Pour un meeting qui était en marketing, c'était 1000 balles. Pourquoi? Parce que je me dis que si le sales le veut, c'est que déjà, il sait qu'il va le closer plus facilement parce que le sales n'est pas débile. Et surtout, ça lui rend un peu de pouvoir dessus. Donc, on faisait pour lui jusqu'à 5 000 balles d'action. Ça pouvait être de lui prendre 2 places pour Roland Garros. Ça pouvait être d'organiser un petit déjeuner avec le client qui était le concurrent direct de mec qu'il avait en pipe. Oui, mais j'avais 70 personnes dans l'équipe. On pouvait se permettre ce genre de fioriture. Voilà. Mais vraiment, on allait assez loin parce qu'on disait c'est 10%. On veut au moins que sur 50% des comptes qu'ils ont mis, on ait une interaction avec eux. Donc, on paye super cher pour l'avoir. Aux États-Unis, parce qu'eux, ils avaient plus de chance que nous, ils envoyaient carrément des pochettes d'iPad en disant si tu prends le rendez-vous, je viens avec l'iPad. Mais en fait, c'est pas débile parce que tout ça, c'est moins de 1000 balles le meeting. Donc ça vaut. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier effet vertueux, c'est que tu peux vraiment moduler l'investissement que tu mets sur chacun des segments et focus tes efforts sur ce qui intéresse le plus le business.
Donc, tu réalignes encore une fois les gens. Et le deuxième effet extrêmement vertueux, c'est que du coup, tu ne te juges plus sur tes capacités à générer des MQL. En général, ce que tu juges sur le marketing, c'est combien de leads tu ramènes ou combien de MQL tu C'est ramènes. ça. Moi, je m'en tape. Mon truc, c'est tu n'en veux pas, tu me le remets en heurteur. En gros, ce que je dis toujours, c'est dégradez-moi les leads. Je veux pas que vous gardiez un truc pour me faire plaisir et que vous le travaillez pas. Il vous intéresse pas, vous avez essayé 10 fois de l'appeler, il répond pas, vous me le rendez. Mmh. Parce que de toute façon, moi, mon critère, c'est le pipeline sur lequel il y a des actions marketing avant que le deal arrive. Mmh. Donc, au contraire, tu vois, alors que les autres marketeurs, ils font non, mais il faut le traiter, continuer à appeler. Moi, je suis en mode non, il répond pas, tu me le rends. Moi, je sais que je vais le retravailler, je Mmh. te le rends quand il redevient plus chaud. Mmh. Heu, j'adore cette logique parce que souvent dans les CRM, comment ils sont structurés, il y a toujours un endroit où c'est ni nurture ni machin, c'est disqualified machin, où, peu importe, on mettra des noms et en fait, c'est un zone stand-by dans pas mal de CRM et ton approche est intéressante. C'est que de la demand gen, elle est là pour constamment, nourrir, même ceux qui ne répondent pas par téléphone, par mail et c'est à toi de trouver des approches et une deuxième notion que j'adore, dans ce que tu dis, c'est ce côté, heu, vas-y pourris-moi les leads, renvoie-les-moi. Je ne suis pas accountable que sur le terme MQL, qui est effectivement souvent la frontière du marketing et j'ai jamais compris pourquoi. Mais d'ailleurs, c'était d'où l'épisode avec, Patrice où effectivement on a bien abordé cette notion, et comment un peu on peut la retourner. Mais, mais en tout cas, très, très clair et l'approche, paraît hyper logique, malgré ce que fait beaucoup de personnes, sur le marché. Pour revenir un petit peu sur ce côté, que tu appelles pas nécessairement funnel ou entonnoir, mais voilà des touch points, je veux bien comprendre, quel rôle joue la compréhension par exemple, d'un parcours, client ou achat, en amont de ta structuration de la demand gen, dans l'élaboration de cette stratégie et l'améliorer? Parce que j'imagine que L ces potentiels clients, ils vont suivre un certain parcours qui peut être différent, chacun l'un de l'autre. Hem, est-ce que tu fais un effort dans la compréhension, en amont et si oui, comment? Alors, oui et non. La vraie raison étant que je suis un peu feignasse. En gros, qu'est-ce que c'est? À la base, comme tout le monde, enfin, normalement, si tu fais ça bien, ta strate de contenu, bon, tu as fait un podcast, donc je dirais aux gens d'aller voir le podcast, mais normalement, tu as des piliers de contenu qui sont les piliers de ton positionnement. Et une bonne strate de contenu, c'est de se dire, plutôt que de faire des campagnes dans le vent qui serviront qu'une fois que tu as défini ton positionnement et les sujets sur lesquels tu es pertinent, tu as des choses à dire, c'est différenciant, en fait, chaque année, tu vas rabâcher les mêmes. Et normalement, année 1, tu fais un squelette. Année 2, tu regardes s'il marche bien dans le squelette, tu les gardes et t'enrichis. Et normalement, au bout de quelques années, tu commences à avoir un truc assez massif et qui te positionne en tant qu'expert sur un sujet donné. Donc ça, c'est juste pour... voilà. Donc, en gros, je ne fais pas forcément ce taf, puisque moi, à la base, ce que je veux, c'est constituer des squelettes de funnel, année 1, et puis après, de les enrichir aux endroits où je vois qu'il y a un peu un drop. OK. Voilà. Donc, pour donner un exemple très bête, on va se dire, je sais pas, aujourd'hui, on veut parler d'expérience utilisateur. OK, on parle d'expérience utilisateur. Les 3 à 4 notions, c'est ta. Ces 3 à 4 notions, de quelle façon on va les porter le mieux possible? Celle-là, elle a besoin d'explication. On va faire un webinar. Celle-là, elle est simple à comprendre et elle est extrêmement actionnable. On va faire une checklist. Donc, c'est un peu plutôt c'est plutôt le format qui permet aux gens de comprendre cette notion et assez naturellement, ça va trouver sa place dans le funnel. Puisque tu as toujours, si tu as bien fait ton truc, tu as toujours des notions simples et des notions avancées. Ou alors, dans ce cas, tu reprends ton positionnement et ta strate de contenu, tu ne penses pas au final. Voilà. Une fois que tu as ça, tu les articules et normalement, je suis assez peu d'une étape à l'autre. Moi, je suis assez une étape pillar page. Donc, pillar page, tu fous tout et tu laisses la personne se démerder avec sa propre connaissance. Mmh. Parce que ce que toi, tu penses être un funnel, peut-être qu'en fait, c'est pas du tout le vrai. Et je suis anti-persona pour cette raison-là. C'est qu'on passe beaucoup de temps à faire des jolis profils totalement virtuels. Et en vrai, c'est pas ça qui va donner la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce qui est téléchargé, dans quel ordre. Enfin, c'est tout. Oui, je suis assez chiante. Je déteste les personas de Mireille, 40 ans, a un chien et aime le chocolat chaud. J'ai jamais compris en quoi ça pouvait m'aider à vendre. Moi, c'est plutôt qu'est-ce qui marche? Est-ce que c'est plutôt des gens verts, des gens. Je sais pas si tu connais un peu le disque. Oui, oui, les Voilà. les Est-ce que du versions, coup, il faut que je fasse des cas clients ou est-ce qu'il faut que je fasse des checklists? Qu'est-ce qui va marcher le plus sur ma cible ou est-ce qu'il faut que je fasse des témoignages de peers? Enfin, quel est le type de contenu qui marche pour la cible que tu veux? pendant longtemps, ces trucs-là, je me suis dit: «C'est moi le problème, pourquoi ça marche pas?» mais à la fin, en fait, c'est pas vraiment, le persona de Michel, qui a 20 ans, ou à 45 ans qui va aider.
Mais en tout cas, dans le B2B, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus d'autres aspects qui vont au-delà. Parce que tu décides jamais seul en C'est B2B. ça. Donc quand tu fais ton fameux tunnel, c'est vraiment te dire comment j'administre cette idée et tu sais, t'assurer que les méthodes d'administration sont différentes. Il y a des gens qui vont être justement très sensibles au checklist, ce côté très carré, etc. Tu as des gens qui vont avoir besoin d'avoir des gens qui parlent parce que ça les stimule et autres. Et il faut juste que tu aies un peu de tout. Et de toute façon, les stats de trafic et autres vont assez vite te faire comprendre ce qui marche et ce qui marche pas et ce qu'il faut que tu refasses parce que tu t'es foiré. Donc, c'est tout. Mais ça marche si tu as une vision de te dire que l'année prochaine, je devrais réutiliser ces trucs. Mmh. Donc j'ai intérêt à ce qu'ils soient bien. Plutôt que, faut que je couvre 3 mois, donc je m'en débarrasse le plus vite possible parce qu'après j'ai ma campagne de Noël qui démarre. Donc, le seul truc c'est un problème cette strat parce que du coup tu es moins bon sur de l'actu, mais normalement tu complètes avec de la brand et un content un peu réactif qui peut te pondre un article en urgence en cas de besoin et l'intégrer dans un de tes piliers. Mais normalement, moi c'est tout. Donc, je promeus beaucoup ce que j'appelle le marketing chiant, qui est le marketing genre pas sexy, tu rebondis pas sur toute l'actu. Par contre, tu te positionnes en tant qu'expert qui a vraiment une voix sur des sujets et tu choisis les 2-3 trucs où vraiment ça vaut le coup de sortir un peu de ta strate de base, quoi. Mais pas tout le temps. OK, très clair. Maintenant, imaginons, je veux faire tout ça, tout ce que tu m'as dit. C'est quoi l'équipe que je dois m'entourer par qui? Tu veux faire combien de thunes? Parce que la réponse va changer. Disons, alors c'est intéressant parce que je vais intégrer même le challenge du palier parce que t'as pas mal parlé de cette notion de un marketeur. Bon, il te fera de la thune, c'est sûr. J'aime bien cette phrase. Mais par contre, un vrai, grosso modo, il te fait passer des paliers. Mais disons, on est à 1 million, on veut passer à 10 millions. Et je me dis, voilà, je suis en demand gen et je veux faire de la demand gen et je veux que ça me fasse passer ce palier. C'est quoi la team que je dois aller chercher? On part du principe que tu as levé, que tu as plein de sous et ce que tu veux, c'est grossir vite. Vas-y, partons sur ça, c'est vrai. On part là-dessus? OK, parce que désolé, la réponse, sinon, Ouais, c'est ouais. encore, ça dépend. OK. Donc, encore une fois, les 10 millions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as complètement rocké ta niche. Enfin, donc, c'est-à-dire que tu es vraiment un leader sur ta niche et que tu es en train d'en tester 2 autres ou que tu lances sérieusement une autre. D'accord? Les 10 millions, en général, c'est ça. Quand je dis une niche, ça dépend vraiment de ta target, mais en général, c'est un marché, un produit, une cible. En général, avec un marché, un produit, une cible, tu peux aller assez simplement jusqu'à 2-3 millions. Après, tu diversifies un peu pour tenir jusqu'à 5 millions et après, il faut vraiment changer. Enfin, prendre une autre Une échelle, règle quoi. générale, elle s'applique à quasiment. Ça s'applique pas à tout le monde, donc surtout si vous écoutez, faites pas ça. Enfin, mais c'est juste, ouais, ça me sert un peu d'idée grosse OK. maille. Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qui va scaler ta thune et donc ce que tu vas pouvoir recruter en marketing. Mmh. Si tu fais 5 millions, tu vas pas mettre 5 millions de campagne. Ou alors si, peut-être, tu vois, mais il y a des gens qui le font et ça marche. Donc c'est pour ça que je veux pas dire truc OK, trop générique. c'est clair. Mais en général, tu fais pas ça. Voilà. C'est bon, je suis couverte, je peux dire des trucs sans que les gens fassent des bêtises derrière. Ça va. Donc non, en général, la première chose que tu vas recruter, c'est de quoi faire du volume de lead. Pourquoi? Parce qu'il te faut de la data pour pouvoir faire de l'analyse. OK. Donc typiquement, quand je suis arrivée chez SkillUp, il y avait un designer et un growth là-dessus. Donc j'ai renforcé avec une personne qui avait un profil digital beaucoup plus généraliste, avec comme ambition principale de faire du volume. Ce que je leur avais dit, c'est moi, je veux 500 leads par mois. Sous 500, je ne peux pas analyser parce que les taux de conversion font qu'il y a trop peu de volume en haut pour que je puisse refaire des stats. Donc on atteint les 500 sur 2-3 mois d'affilée et après on avise. Donc un digital, et ce qui va avec le digital, puisque c'était mon canal d'acquisition le moins cher, c'était évidemment un contenu, enfin une personne qui fait du contenu pour nourrir le digital, parce que sinon OK. tu tournes un peu vite en haut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la structure de base d'une équipe qui veut tester qu'un concept marche. Donc c'est là que tu testes ton positionnement, que tu testes ton volume, et là tu commences à faire ton volume. J'ai dit du volume, j'ai pas dit de la qualité. OK. Une fois que tu as tes fameux, enfin moi je mis 500, mais ça peut être le chiffre que tu veux dans ta tête, hein, un certain nombre qui te permet de faire des stats, là tu vas commencer à enrichir pour améliorer tes taux de conversion. Tu as le volume qui est gérable, maintenant tu veux la qualité. Donc là, j'ai embauché quelqu'un qui fait de l'événementiel, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, les pieds digitaux étaient parfois un peu dangereux. Je reprends l'exemple, on est entouré de beaucoup de startups. Certaines peuvent lever à tout moment, avoir beaucoup d'argent à cramer. J'ai pas du tout envie que toute ma strat repose sur du Google AdWords. Voilà. Surtout que Google AdWords, j'ai quand même un gros taux de disqualif, donc de gens qui sont pas du tout en cible et autres, donc ça me coûte cher pour ce que c'est, blablabla. Donc diversification sur la partie événementielle, repurpose du gars qui faisait du growth sur du growth operations, donc avec un rôle beaucoup plus actif de gestion de base, parce que maintenant on commence à remplir la base, hein. Et moi, je me suis gardée la partie product marketing, parce qu'il y a justement tout le positionnement, choix des sujets, influence sur ce qui se passe côté produit à faire quelque part. Voilà. Et là, je pense que tu es quand même assez bien paré.
Quand tu dépasses les 5 millions, tu vas commencer à avoir des besoins spécifiques qui émergent. Donc, soit tu ouvres un nouveau marché, donc il te faut un mec qui parle la langue, par exemple, ou qui est sur place. Ou alors, tu vas devoir améliorer beaucoup ton partner marketing. Tu vas prendre quelqu'un qui fait ça. Ou alors, tu vas te rendre compte que ça fait déjà un moment, donc tu vas commencer à avoir du drop sur tes clients, donc tu vas prendre du customer marketing. Donc, une fois que tu as un peu ce socle de gens qui font du volume, diversification des canaux, et puis t'assurer que tu as une strate un peu, enfin, que ton produit et ton marketing sont alignés, après, c'est là que ça commence à dépendre de ta strate. Voilà. Donc, généralement, tu embauches 1 à 2 personnes qui reflètent ta strate. Donc, comme je disais, international, différence de canaux, différence de cible, etc. Et là, en général, tu peux aller assez pépère jusqu'à 10 millions. Donc, tu peux aller assez pépère jusqu'à 10 millions à 10 personnes grand max marketing. Après, ça devient du luxe. Ok. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas des gens qui sont en doublon. J'ai l'impression que ce que tu as cité, vraiment design, contenu, digital généraliste, gros top. Tu as parlé d'event et tu as parlé de, je sais pas si c'est des launchers, comment tu les appelles, ou des gens, ou plus des profils contenu international ou vers une langue spécifique. Mais en gros, il n'y a pas des fois de duplicate, non? Pour augmenter Non, le et en fait, volume ou pour augmenter une action, j'en prends 2. non, parce qu'à ce stade-là, vaut mieux travailler avec agence. Ah, En fait, tu gagneras plus à prendre un mec qui va gérer l'événementiel plutôt qu'à prendre 2 gars qui vont gérer le ok. digital. Vaut mieux que tu aies ton gars qui gère le digital, qui est une agence, pour à ce stade-là. Et puis en plus, c'est plus sûr, parce que si demain ta strat est pivote, t'as qu'un gars. Donc tu gardes le gars, quoi qu'il se passe. Si jamais t'en as 3, et que d'un coup le digital, ça pèse plus, voilà, parce que tout le monde arrive, ça te fait 2 gars à virer. Enfin, c'est pas des moments où tu veux prendre ce risque. Enfin, ça Ok. coûte cher, ça te fait pas une bonne noto. Enfin, tu fais pas ça. Ok. Et alors, c'est pas trop de la demand gen, mais c'est parce que c'est autour, et j'en profite vu que tu es CMO, c'est ton titre. Euh, le branding, tu le positionnes comment là-dedans, notamment dans ton rôle de CMO, que j'imagine intègre aussi cette partie brand euh, et, euh, et visibilité. On va même dire visibilité. Comment tu intègres un peu cette notion de brand et visibilité dans de la demand gen? Est-ce que c'est des add-ons, ça s'ajoute, ou bien c'est plus partie intégrante, ou peut-être qu'elle a en capsule, je sais pas. Alors, en fait, pour moi, la demande gen, c'est vraiment juste une façon de diffuser à un large nombre. Donc, ça peut être concomitant ou pas. En gros, la première année, quand je suis arrivée, c'était tester le positionnement. Vérifier que le message marche, vérifier que tu es pertinent, vérifier que tu as assez de choses à dire et que ça reflète bien ce que tu fais. D'où le volume que tu génères, vérifier que c'est sur les bons sujets et tout ça. Pour moi, tu lances pas de campagne de marque tant que tu n'as pas validé ton go-to-market. Parce que pivoter, c'est quelque chose qui est très difficile à faire entrer dans la tête des gens et c'est beaucoup plus dur de reconstruire une marque que de construire une marque. Dans la boîte précédente, PeopleDoc, j'ai eu ça en frontal. On était très connus parce qu'on faisait du coffre-fort électronique qui permettait de stocker les fiches de paye. C'est vraiment comme ça qu'on s'est fait connaître et la boîte a explosé en 2017 quand c'est devenu possible légalement. Très bien. J'arrive donc en 2017 et mon boss me dit « Pas besoin de Pior, on est super connus. » Je fais « Ok. » Je fais « T'es sûr ? Moi, je pense pas, mais t'es le chef, alors je vais mettre mes thunes ailleurs et puis je reviendrai chouiner plus tard. » Ok. 6 mois après, on recevait 2 prix en tant que start-up de l'année, trop bien, trop bien. On était décrit comme un éditeur de coffre-fort électronique. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ça nous a gagné que dalle. Puisqu'en fait, tous les autres produits qu'on avait lancés depuis, c'était ça vraiment le fer de lance de la boîte, et c'est vers ça qu'on avait pivoté et qui avait de la valeur. Sauf que personne ne le savait, que de toute façon, il fallait remettre à jour tous les descriptifs que tu envoyais aux journalistes. Enfin, c'était une tannée, personne n'avait la même version du doc. Enfin, voilà. Donc maintenant, ma reco à moi, c'est attends d'être sûr de ton go-to-market et seulement après, tu construis la marque. Et en plus, tu as une légitimité puisque tu as déjà des gens qui t'ont suivi dans ton délire, normalement. Et je sais que plein de gens font différemment. Il y a des gens qui ont commencé par le branding, mais parce qu'à chaque fois, c'est des situations un peu particulières. On va ériger des boîtes en exemple. L'exemple qu'on donne beaucoup, ça va être Alan. Alan, ils ont commencé par le Pior. Oui, mais Alan, ils vendaient à l'époque uniquement de la mutuelle de boîte et qu'en gros, ils faisaient tout leur business en novembre et qu'il fallait occuper les 11 autres mois de l'année. Et c'est pour ça que je déteste donner des exemples précis, parce qu'après, les gens, ils font des copier-coller sans penser à tout le contexte qui font que cette décision, elle était pertinente, mais pour le gars, pas forcément pour toi. Le meilleur cas que j'ai eu là-dessus, j'avais expliqué mon programme d'email nurture. En audience, c'était des CEO de petites boîtes et des CMO de petites boîtes. Donc, j'ai signé mon programme de nurture qui, en effet, m'avait permis de passer de 20% à 40% de conversion post-création de mutuelle. Enfin, vraiment un truc de malade, quoi. Et là, il y a un gars qui me dit trop bien, je vais faire tel quel. Je le revois à un autre événement, peut-être 3 mois après, un peu dépité. Il me dit Selma, en fait, ton truc, je suis désolée, mais j'ai dû faire un truc mal, ça marche pas du tout. Je rappelle qu'à l'époque, je vendais donc des solutions de coffre-fort électronique pour stocker des fiches de paye.
Le gars, il me dit, et donc je lui demande, bah ok, qu'est-ce que c'est ton business? Il me dit, mais en fait, nous, on est une boîte qui soulageons les proprios qui vendent, enfin, qui font de la loc, et enfin, je sais plus comment t'appelles ça, mais en gros, les gens qui font tout pour toi, quoi. Et je lui dis, mais du coup, ta campagne Nurture, elle a rien à voir. Moi, c'est du truc long terme. Toi, c'est pas compliqué. C'est t'envoies un mail le premier du mois pour dire que tu existes. Le 5, quand il a pas reçu son paiement et que le proprio est un peu vénère, t'en envoies un deuxième. Et le 10, quand lui, il doit payer la banque et qu'il a pas reçu sa thune et que du coup, il est super vénère, tu lui dis qu'il peut s'inscrire dans la journée et que son problème, il est réglé le mois prochain. T'as pas besoin de ma technique, en fait. Tu vois? C'est juste qu'il s'est dit. Et c'est juste qu'en effet, ça a marché pour moi. Donc, il fait copier, mais pas coller. Enfin, faut pas coller, quoi. Donc, il est ressorti en disant, ah ouais, c'est vrai. Et j'ai jamais revu. Donc, je sais pas si cette deuxième strat a mieux marché, mais je pense que oui. Ouais, normalement, s'il revient pas, c'est que c'est bon. Hem, très Désolée, on a dérivé. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Non, non, bah, après, elle reste dans le contexte de ces, au contraire, parce que c'est souvent un truc qu'on doit souvent, copier-coller de la stratégie, stricto sensus et ça marche pas comme ça en marketing. Il y a souvent le contexte et plein d'autres paramètres. Hem, pour aller Et ça permet de recentrer du coup sur demande gen. C'est beaucoup de gens font la demande gen parce qu'on leur dit que c'est cool et que c'est trendy, alors qu'ils se posent pas la question de exactement eux, qu'est-ce qu'il leur faut? Est-ce qu'il leur faut de la connaissance? Est-ce qu'il leur faut des leads court terme? Est-ce qu'il faut préparer le marché pour dans 3 ans? Est-ce qu'ils ont des concurrents? Et je pense que il faut déjà se poser toutes ces questions et vraiment définir ce que tu veux faire toi maintenant tout de suite. Tu vois, moi, c'est hyper simple. Je veux connaître tous les comptes et ce qui se passe dessus. Que chacun définisse en 3 phrases les trucs qu'il veut absolument aujourd'hui et non faire de la thune est une conséquence, normalement. Ce n'est pas, si tu fais tout bien, tu fais de la thune mécaniquement, mais tu n'as pas besoin de mettre ça comme objectif principal. Après, ils sauront quelle est la strat qu'il faut ou quelle est la combinaison de strat qu'il faut. très, très, très clair, et du coup, je vais arriver vers un peu la fin pour, en moins récupérer quelques erreurs ou quelque chose que tu as vu, parce que j'imagine et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as démarré un peu le podcast, au tout début, c'est que tu as démarré par un peu les erreurs ou les incompréhensions. On a bien compris, en fait, ce qui fait une bonne stratégie, demand generation. Mais maintenant, je sais pas, dans ton parcours, dans les gens parmi les gens que tu rencontres ou autres, est-ce que tu vois des choses se répéter, en termes d'erreurs ou de misconception ou en termes de parce que des fois, les gens retiennent plus «ne fais pas» que «fais», j'ai l'impression. Donc peut-être pour finir un peu sur ce sujet, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, première chose, décorer la demande gen de ton positionnement. Si tu as une approche de type campagne, la demande gen ne marchera pas pour toi, parce que la demande gen, c'est une approche qui est quand même assez long terme d'éducation. Campagne, qu'est-ce que j'entends par là? C'est Q1, je dois parler de ça, c'est Q2, je dois parler de ça, et puis ça se répète jamais, tu vois? Ou alors, regarde, tu as 2 marronniers dans l'année et tu es content. Non, non, pour faire de la bonne demande gen, il faut être hyper clair sur ses forces, ses faiblesses, ce que fait la concurrence, sur quoi tu veux être connu et surtout ce sur quoi tu veux éduquer le marché. La demande gen marche si l'essentiel de la com repose sur les différenciateurs. La seule exception que je tolère, et là je suis extrêmement chiante et tout le monde va me jeter des cailloux, c'est citer le premier entrant, parce que du coup c'est toi qui définis ce que c'est qu'un concept ou autre. À partir du moment où tu as un concurrent en place, il faut clairement que tu définisses des choses que lui ne fait pas. Pourquoi? Parce que sinon tu nourris ça lead gen à lui. Moi j'adore quand des concurrents font de la demande gen et qui sont pas très bons en SEO derrière ou que c'est la demande gen un peu générique. Parce qu'au final ça nous sert à tous et à moi en particulier vu que je mets mes sous dans la différenciation. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'opposer demande gen à lead gen. Parce qu'encore une fois, tout repose dans une strate de demande gen sur le moment où tu dois basculer vers de la capture de lead. Et il ne faut pas que ce soit trop tard. Il vaut mieux se foirer et le faire un peu trop tôt au détriment du volume et au fur et à mesure se dire qu'on peut se permettre de capturer plus tard. Parce que son SEO il est meilleur, parce qu'on a une meilleure awareness de marque, parce que plein de trucs. Mais tant qu'on n'est pas sûr de soi, on capture, parce qu'au moins quand on capture, on peut mesurer. Et que, évidemment, une boîte comme Coca-Cola, tout le monde sait ce que c'est. Tu n'as pas besoin d'avoir un form qui te permet de dire si tu veux télécharger le report de Coca-Cola, clique ici. Mais si les boîtes écoutent ça, c'est que c'est pas Coca-Cola. Donc, donc il y a une petite étape. Le troisième gros point, c'est d'arrêter de vouloir passer trop de temps à tout mesurer. Pourquoi? Parce que c'est ce que vont demander les CEO, c'est ce que vont demander les DAF. Et si on rentre dans cette logique, on a des discussions sans fin et on n'arrive plus à justifier de l'argent qui n'est pas mis dans une action de direct lead gen. Donc, ce que je conseille toujours, c'est de parler en pourcentage, de dire que, je ne sais pas, le coût au lead unitaire, ou le coût du meeting, voilà, c'est 1000 balles. Le coût du meeting, c'est 1000 balles. Là-dessus, il y en a 20%, c'est la notoriété, 80%, c'est des méthodes d'acquisition directe. Basta.
et tu justifies ton ratio 20-80 en développement de marché. Tu viens tout juste de te lancer, tu as 80-90% de lead gen parce qu'encore une fois, il te faut de la data, il te faut des leads pour pouvoir faire des stats. Tu commences à être très connu, tu peux passer sur un modèle 70-30 ou même 50-50. Tant que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, c'est bon. Et le dernier point, c'est la seule façon d'être crédible, peu importe. Ça ne sert à rien de passer la demande gen si on n'est pas prêt à se commit sur du business, donc sur un volume d'opportunités, ou un volume de win si on veut, mais au minima, un volume d'opportunités générées. Merci pour toutes ces... Ça va? Ouais, c'est pas mal, ça en fait pas mal. Il y a une notion qui a traversé un peu l'ensemble de nos sujets. C'est ce côté, en tout cas, on dit main gen, mais ça peut être sur d'autres sujets, mais il y a souvent cette notion de mesurer. Et en fait, Et justifier les budgets. justifier les budgets, surtout que, pourquoi je dis que c'est une notion? Parce que c'est dans les deux sens. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, ou même dans d'autres podcasts, où ça revient souvent, ce truc de « mais n'essaie pas de tout mesurer, n'essaie pas de tout mesurer ». Toi, tu parles de dark traffic, je sais pas tous les termes autour, mais en tout cas, des fois, tu as des angles morts et parce que tu n'as pas mesuré cet angle mort qui est bénéficiaire, tu vas aller chercher un biais de confirmation ailleurs et donc tu vas juste renforcer peut-être une erreur. Et donc, juste pour finir un peu sur cette note de mesurer, pas mesurer, toi, quelle école? C'est de mesurer ce qu'il faut, c'est tout ce qui est business, mais pas toujours tout mesurer. Mais comment savoir quand tu es marketeur, est-ce que c'est le côté rester humble parce que te dire que en fait, tu n'as pas le contrôle sur tout et donc il faut accepter que des fois les choses se font par des mécanismes que tu ne contrôles pas. C'est quoi ta position par rapport à ce principe de mesurer tout versus mesurer rien? Alors, moi, j'ai envie de dire obligation de résultat suivie d'obligation de moyens. Ok. Si je fais le volume de pipe que j'ai dit que je ferais, c'est qu'a priori, c'est bon. Donc, je ne me prends pas la tête, je continue sur la lignée jusqu'à buter au moment où ça ne suffira plus. Et à partir du moment où ça ne suffit plus, tu vérifies que tu as bien mis les bons moyens en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai pas le bon volume d'opportunités, est-ce qu'au moins j'ai le bon volume de meeting? Si j'ai pas le bon volume de meeting, est-ce qu'au moins j'ai le bon nombre de MQL, tu vois? Est-ce qu'au moins j'ai le bon nombre de leads? Et si jamais tu fais ça, ça te permet d'identifier le morceau qui ne va pas et de focus tes efforts à améliorer ce petit bout-là Ok. et à ne pas remettre en cause l'ensemble que tu fais. Un exemple tout bête, si tu te rends compte que tu as le bon nombre de meetings, mais que ça ne convertit pas en opportunité, ce qu'il faut regarder, c'est le profil des gens. Si le profil des gens est le même que ceux qui convertissent, c'est que le problème est dans le speech ou dans la découverte du pain. C'est pas dans la méthode d'acquisition. Il ne faut pas les remettre en cause. Tu vois. Et le fait de vraiment travailler sur ces fameux ratios de conversion te permet déjà, en effet, de chercher l'erreur et surtout, demain, si tu veux chercher de la croissance, de voir où mettre tes moyens. Parce que la réponse, c'est pas toujours d'avoir plus de leads. Ça peut en effet être de dire, tiens, les sales, ils convertissent qu'un deal sur 6. S'ils convertissaient un deal sur 5, qu'est-ce que je peux faire moi pour les aider à mieux convertir? La notoriété, peut-être des témoignages de pairs, enfin, tu vois. Et du coup, tu mets les bons moyens. Et je reviens vers moi là-dessus. Tu vois, dans ce que je viens de dire, à aucun moment, je me suis dit un truc marche pas ou un truc marche bien. C'est plutôt qu'est-ce que je rajoute ou qu'est-ce que j'optimise à ce moment précis. Très clair. Est-ce qu'on a oublié un sujet par rapport à tout ce qu'on a vu ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé pour conclure? Il y a une chose qui est importante et ça va beaucoup avec la demande gen, c'est que pour en venir à ce que je disais au début, beaucoup de gens sont partis sur un mode demande gen parce que en fait, ils généraient des leads et ils se rendaient compte que 5% des leads convertissaient en opportunités signées, en deal signé. Et c'est la raison principale pour laquelle tout le monde a changé son fusil d'épaule. Mais ça marche pas parce que j'ai que 5% de conversion. Ok. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, et c'est normal, en vrai. C'est extrêmement normal et c'est normal que le SEO représente une grosse partie. Et ça veut justement dire que tu as encore plein de travail à faire devant toi. Parce que, en fait, idéalement, il faudrait que ce taux soit le plus bas possible à court terme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu connais les gens de plus en plus tôt dans le cycle de vente. Et que, évidemment, que ça ne convertit pas là, mais ça convertira plus tard. Et dans 10 ans, tu te rendras bien compte que tous ceux qui étaient en pipe là, soit ils ont converti, soit ils ont signé chez le concurrent, mais en tout cas, ils ont pris une décision, c'est bon, tu as réussi à les éduquer, ça s'est bien passé. Et c'est pour ça. Et en fait, ils prennent la mauvaise mesure temporelle où ils disent oui, je convertis 40% en SEO, 5% en lead, donc je vais tout passer en demande gen pour faire du SEO. Non.
Non, vraiment, c'est très important. Oui, 40%, vous capturez les gens qui sont en recherche active, mais ils ont peut-être vu plein de vos tactiques et vous les avez pas tracées. Parce que même si vous pensez tout traquer, en fait, vous traquez pas tout. Donc, vous risquez de vous mettre des balles dans le pied. Et ensuite, c'est quand même utile de savoir où ils en sont, ces gens. Même si vous avez 95% de déchets, justement, c'est bien de les connaître pour savoir que vos SDR vont pas les appeler. Et vos sales vont pas les appeler, en vrai. C'est excellent d'intégrer ce concept de temps parce qu'on l'oublie souvent, les choses se font pas en instantané et effectivement, avec des rythmes Q1, 2, 3, 4, des fois, on peut perdre un peu le sens. Euh, Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font pas d'analyse par cohorte. Rien que ça m'hallucine. En fait, tu regardes tes chiffres annuels, tu dis en 2023, j'ai généré tant de leads, tant de MQL, tant d'opportunités, tant de deals. ah oui, ok. Sauf qu'en fait, les leads de décembre, il n'y a aucun moyen qu'ils donnent une opportunité signée. Donc, oui, c'est bien de faire ça parce que ça te donne encore une fois des taux de conversion à l'année, donc c'est facile de reporter. Mais il faut aussi analyser ta cohorte. Les leads de janvier, ils ont donné quoi? Les gens que tu as connus pour la première fois en mars, est-ce que en décembre, tu peux espérer que ça donne quelque chose ou ils sont dans les 95%? Ça me ramène à ce peut-être poste de data analyst ou j'en sais rien qui peut être aussi pertinent pour sortir tout ça, mais hyper pertinent. Donc, on a un peu conclu ça. Moi, j'aime bien profiter, tant que tu es là, de quelques bonus pour ceux qui sont allés au bout de cet épisode pour aller aborder 2-3 sujets périphériques que tu as abordés et qui m'intéressent en tant que marketeur et qui, je pense, qu'ils peuvent intéresser pas mal de personnes. Et vu que je suis un sniper, au début, tu as parlé donc un peu d'IPO, un peu tous ces sujets. J'ai l'impression que je suis Zach. Et c'est vrai que je veux bien en profiter maintenant qu'on est ensemble pour essayer de comprendre d'un point de vue d'un marketeur comment toi déjà tu as vécu un peu ces switches organisationnels, que ce soit, je sais pas, une boîte qui s'installe, mais derrière qui va aller ouvrir un marché, mais en même temps IPO, ou versus des fois, tu as cité une boîte, je pense, avant, qui a été rachetée, puis re-rachetée, et avoir un peu ton point de vue de marketeur sur tout ça. Ok. Quand il n'y a pas d'influence extérieure, la croissance d'une boîte, c'est toujours un peu pareil, ça progresse par palier. Tu vas avoir un moment de croissance ou d'hypercroissance, selon si tu es self-funded, ce que tu veux. Et ensuite, tu vas avoir une période de stabilisation où généralement, tu remets à jour tes process, tu vérifies que tu n'as pas fait de conneries, et puis après, tu réaccélères. Les fameux paliers dont je te parlais, les 5, 10, tout ce que tu veux. Quand tu as des acquisitions ou de l'IPO, en fait, ça vient te flinguer complètement l'étape du moment. Pourquoi? Parce que le principe d'un IPO ou d'un rachat de boîte, en fait, c'est un peu le même principe, sauf que dans le cadre d'un IPO, tu as 10 millions de racheteurs potentiels. Mais bon, bref, à chaque fois, c'est toujours un peu le même principe qui est que ce que tu veux, c'est montrer que les gens font un bon investissement. Il faut montrer que ça te coûte pas cher et que ça rapporte beaucoup. Quel est le premier endroit où tu vas couper des dépenses parce que c'est facile? Les programmes marketing. Ok. Et en plus, ça ne se voit pas parce que justement, si jamais tu fais cette fameuse analyse par cohorte, tu te rends bien compte que nous, on a toujours une inertie qui est la durée du cycle marketing qui est même avant le cycle de vente sales. En général, on dit que c'est le double. Si tu as sur un marché avec de l'éducation à faire, si tu as un an de cycle de vente sales, pars du principe que ton cycle total, mais que tu ne vois pas, c'est 2 ans parce que tu as un an d'éducation, marketing, tout ça. Après, c'est mis au budget. Et puis d'après, tu as le cycle de vente sales qui débute. Ça, c'est l'habituel. Donc, du coup, ce qui veut dire que quand notamment tu vends sur des grands comptes, ce qui était le cas des boîtes avec qui j'ai pu faire ce genre de petites manœuvres sympas, tu ne vois pas l'impact de tes coupes marketing avant 2 ans. En revanche, ceux qui souffrent, c'est les équipes marketing parce que la croissance, en fait, tu essaies de rester dans ton axe. Donc, tu continues ta croissance, tu continues ta stable, tu continues tout ce que tu veux. En général, c'est la croissance puisque tu vends pas aux mecs qui veulent te racheter que tu vas stabiliser. Tu leur vends une croissance de 20% l'année prochaine. Et donc, tu leur vends tout ça. Donc, tu pressurises tes équipes à mort parce qu'évidemment, tu ne recrutes pas vu que tu veux que les coûts soient les plus faibles possibles. Tu réduis tous les budgets. Donc, au revoir les agences, au revoir les stagiaires, au revoir toutes les petites aides du quotidien. Et donc, tu fais souffrir les équipes pendant 1 an, 2 ans, le temps que l'IPO ou le rachat se complète. Et en général, tu retrouves donc une équipe marketing exsangue dont la moitié des gens sont partis ou sont en burn-out. Tu n'as plus de thunes, tu n'as plus de réservoir d'avance, les fameux cohortes, et tu dois d'un coup faire 30% de croissance parce qu'évidemment, c'est ce qui a été vendu aux nouveaux actionnaires. Donc, c'est un moment merveilleux dans la vie d'une boîte que je recommande à tous ceux qui Tu recommandes de se marrer, si je comprends bien. Non, faites-en au moins un parce que mine de rien, il y a pas mal de thunes à chaque fois à la clé, donc ça se prend. Mais une fois que vous l'avez fait, en fait, non, ça vaut le coup si tu te projettes dans la boîte à horizon 5 ans post-rachat. Ok. Parce que des phases comme ça où il faut virer des gens, où la boîte elle souffre, normalement, on en vit tous et c'est plutôt sain.
En fait, c'est comme un organisme, quand il est malade, et ben, il se débarrasse des microbes avant de redevenir sain. Et là, c'est pareil, ta croissance, elle est jamais homogène. Tu vas trop recruter à un endroit, tu vas finalement pivoter et tout. Donc, c'est plutôt simple d'identifier et de gérer le problème. Et ça ne met pas en cause les capacités des gens dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un truc qui est très important. Quand vous vous faites virer à cause d'un rachat d'un IPO, vous n'êtes absolument pas en cause. C'est juste que l'orientation de la boîte demande à ce que vous ne soyez plus là. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent perso et pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Déjà parce que déjà, on est généralement 3 ou 4 boss pour le même poste, et ben, il y en a forcément 3 qui vont partir et ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Ça veut juste dire que la personne choisie, c'est celle qui correspond à la strate de la boîte à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un qui parle 5 langues, eh ben, si la strate c'est international, ben, elle a un petit bonus, tu vois. Alors qu'elle n'est pas meilleure en marketing, elle parle juste 5 langues. Bref, donc ça déjà c'est très important. Pourquoi je te raconte ça? Je me suis perdue dans mes propres mots. C'est par rapport, Disais en fait, Ah oui, il faut en vivre plusieurs, ouais. ouais. Ouais, donc si tu te projettes à horizon 5 ans, ça vaut le coup parce que la partie reconstruction, c'est aussi hyper intéressant. Comment une fois que tu es arrivé, que tu as enlevé tout le gras, tu as enlevé la chair et tu es arrivé à l'os, comment à partir de cette structure, tu redémarres quelque chose? Comment tu identifies du coup les projets, vraiment essentiels, les secondaires, ceux dont il faut se débarrasser? C'est vraiment une phase qui est cool. Et surtout, en général, tu récupères aussi un amas d'argent frais qui te permet d'avoir ce petit élan. Plus dans le cadre d'un rachat d'ailleurs. Dans le cadre d'un rachat, les gens ils ont intérêt à ce que ça marche. Dans le cadre d'un IPO, les gens ont intérêt à ce que ça crache du pognon. Donc c'est pas Ah, forcément pareil. OK. Ah, et donc il y a aussi évidemment une distinction parce que l'IPO, on injecte de l'argent, j'imagine, et le rachat, c'est les fondateurs, les dirigeants qui cash out et derrière, Euh, hein? En fait, tout dépend juste de ce qui te rachète. Ouais. Les gens qui te rachètent peuvent avoir plusieurs objectifs. Il y en a qui veulent juste faire de la thune. Donc ils vont te prendre, ils vont capitaliser sur la croissance et te revendre dans 3 ans. Il y en a, ils veulent vraiment te développer. Il y en a, enfin typiquement, donc la boîte qui avait racheté ma boîte, donc Ultimate Software a racheté PeopleDoc, et Ultimate Software est une boîte cotée en bourse qui est sortie de bourse, qui s'est fait racheter par des fonds privés qui l'ont mergé avec une autre boîte RH qu'ils avaient en portefeuille. Donc oui, c'était des années très marrantes où chaque année, il y avait une nouvelle marque à lancer. Euh, mais en gros, voilà, en fait, c'est plein d'opportunités. Voilà, c'est une nouvelle marque à lancer. C'est de la gestion de communication de crise. C'est des sujets fascinants pour un marketeur. Mais c'est en effet beaucoup de pression, des années qui sont très chiantes. Et donc, si tu ne te projettes pas sur les 5 ans où tu as vraiment l'aboutissement de tous les trucs cool, bah, ça vaut pas le coup, barre-toi avant. Mais du coup, C'est mon message. j'ai une question, très spécifique à ton expérience à toi. Est-ce que le fait d'être passé par ces, cas rares, parce que pas tous les marketeurs passent par ces étapes-là, te donne pas une sorte de, en tant que marketeur, une sorte de, j'allais dire power feature, mais power skill, quand tu te fais recruter parce que tu as ce trait c'est cette ligne dans ton CV de, bah, en fait, j'ai vécu ces transitions intenses, que ce soit IPO, rachat, et qui fait que tu peux être aussi hyper intéressante en tant que profil et en tant que CMO pour aller rejoindre des boîtes dans ces cycles-là qui sont prêts à payer très cher un C-level marketer dans ce cas-là. Est-ce que tu le sens? Est-ce que En fait, lorsque les gens recrutent, ce qu'ils vont chercher, c'est 2 choses. Première chose, c'est est-ce que tu as déjà vécu le stade de développement qu'ils s'apprêtent à vivre? OK. Parce que du coup, c'est rassurant. Et le deuxième point, c'est est-ce que tu vas avoir de la gueule face au board? Parce que souvent, notamment ce qu'on appelle la série B, c'est la série marketing, la série qu'on lève pour justement développer et valider le POC qu'on a fait. Et donc, est-ce que la personne, c'est celle qui va dépenser tous les millions qu'on va lui donner? En très gros. Donc, c'est surtout ça qui est regardé. J'ai envie de dire, l'expérience que j'ai va plutôt me faire voir les choses sous un autre prisme, qui est que les questions que je vais poser au CEO de boîte quand je les rencontre, c'est OK, quel est l'objectif? Est-ce que c'est IPO? Est-ce que c'est rachat? Est-ce que c'est expansion internationale? Enfin, et de pouvoir être légitime pour dire si tu veux te faire racheter, tu veux te faire racheter par qui? Quel type de boîte? Donc, si tu veux tel type de boîte, voilà le type de go-to-market qu'il faut pour être intéressant pour eux. Exemple tout bête, si tu veux te faire acheter par une boîte américaine et c'est ton projet, bah, je vais dire, il faut essayer de couvrir un max de marchés en Europe, même en mettant pas beaucoup d'argent, 1 ou 2 clients, de façon à attirer l'œil et sortir du lot, parce qu'une boîte américaine, elle va vouloir prendre la boîte qui va Ah, lui ouvrir le OK. plus de portes possible, Ouais. tu vois. Inversement, si l'objectif c'est de se faire acheter par une boîte européenne, c'est pas du tout intéressant. C'est plus intéressant d'avoir un max de clients sur un marché sur lequel la boîte va être mauvaise, et du coup, ils vont acheter ton parc client en même temps. OK. Tu vois, t'as plein de. Et donc, c'est plutôt ça où je vais être capable d'apporter un peu ce petit truc de dire je t'apporte pas. On en revient à ce qu'on disait, je t'apporte. En fait, ça n'a aucun sens de m'embaucher pour faire 5 millions ou 10 millions ou autre. Ça a du sens de m'embaucher, ou les gens qui sont passés par là, hein, il y en a plein, si jamais l'objectif, c'est justement de pouvoir se préparer à différentes éventualités. Et moi, je peux te dire, côté marketing, si jamais tu veux être international dans 3 ans, année 1, je dois faire ça, année 2, je dois faire ça, année 3, je dois faire ça.
Très clair, ça donne pas mal d'insights par rapport à ces phases de transition et c'est hyper intéressant tes questions que tu poses aux founders. Je pense que ça les surprend parce que je ne sais pas si tous les CMO le posent, mais lui dire Ah bah si, que tu sinon l'as. c'est un responsable marketing. Voilà, mais c'est intéressant, c'est un alignement au final parce qu'au final, tu es pas là dans ton coin en train de faire le marketing. Le marketing, il est plutôt dans une vision un peu plus globale de la boîte et qui doit contribuer à l'amener vers l'objectif des fondateurs ou des dirigeants. Bah, c'est un peu ma reco en fait, c'est rentrez pas dans une boîte si vous posez pas ce genre de questions et si vous rencontrez pas le board aussi. Parce que c'est important de savoir quelle est la vision du board et est-ce qu'ils veulent sortir vite, est-ce qu'ils veulent investir longtemps. Parce qu'encore une fois, ça va driver votre marketing. Si l'objectif c'est de vendre la boîte dans 2 ans, bah là, il faut cramer du cash, montrer une hyper croissance hyper belle. Voilà. Si l'objectif c'est que la boîte elle puisse vivre sans lever des fonds dans 2 ans, bah pas du tout la même approche, un truc beaucoup plus sustainable et tout. Donc il n'y a aucune mauvaise approche. Encore une fois, les marketeurs, dès qu'ils ont 5-10 ans d'expérience, ils sauront tout te faire. Mais être capable de poser la question pour mettre le bon truc en face, ça, c'est la différence entre le responsable marketing et le CMO. Et enfin, il y en a plein, encore une fois, des CMO. Et voilà, parce que dans une boîte, il y a 2 équipes qui voient long terme, c'est le produit et le marketing. 2 équipes qui voient court terme, c'est le customer service et le sales. Customer service et sales, leur but, c'est que la boîte, elle tienne sur l'année qui vient. De faire le business, que les clients, ils se barrent pas. Produit et marketing, nous, l'année, elle est déjà morte, en fait. Je rappelle, hein, 1 an de cycle marketing, 1 an de cycle de vente. Nous, c'est plutôt l'année d'après. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que l'année d'après elle se passe aussi bien que l'année de maintenant? Donc, Très, très clair. Je pense qu'on va finir sur cette ce logique. sera le mot de la C'est le fin. mot de la fin. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant ce qu'on a abordé, que ce soit sur la demand gen. Et puis, on te retrouve où? Sur LinkedIn, en général, je suis toujours dispo pour un café virtuel ou autre. Parfait. Merci Selma Merci beaucoup. et à très vite. À bientôt.